abonner à notre émission hebdomadaire, l'image de l'Afrique. Et aujourd'hui, on vous parle des discussions qui ont eu lieu il y a de cela quelques jours à Addis Abeba, le 30e sommet de l'Union africaine. Et on va parler un peu plus de ce chantier de réforme que doit subir normalement l'Union africaine dans l'année à venir et sûrement pour les années suivantes. Alors avant de vous présenter qui seront nos invités ce soir, un petit coup d'œil aux discussions qui ont eu lieu à Addis Abeba. Si depuis sa création en 1963, l'Union africaine a souvent changé son fonctionnement et même sa dénomination, c'était afin d'atteindre l'objectif majeur d'autosuffisance. L'Union africaine a été créée en 2013, 30 ans après son aîné, l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Les chefs d'État et de gouvernement africains réunis à Kigali en 2016 pour la 27e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine se sont focalisés sur la manière de rendre le continent plus pacifique, unifié et autosuffisant. Il a été alors décidé que pour atteindre l'objectif de l'autosuffisance budgétaire, chaque pays du continent prélève une taxe de 0,2% à l'importation sur les biens éligibles. Cependant, Abdoulaye Saber Fadoul, qui dirige la commission chargée de suivre les aspects financiers de l'Union africaine vers l'autosuffisance, explique que ce voyage n'a pas été facile. À la création de l'OUA. OUA qui a donc laissé place à l'Union africaine et en plus de 55 ans, il a été impossible pour les Africains de mettre en place un mécanisme qui puisse permettre à leur organisation de disposer de ressources sûres, capables de garantir son financement. Et c'est seulement depuis un peu plus de 2 ans qu'un pas important a été fait avec cette décision historique de Kigali qui a consisté à mettre en place une taxe de 0,2% à prélever sur les importations. L'expert en économie Alexis Nkurunziza estime que la dernière initiative de l'Union africaine pour l'autofinancement de ses activités va apporter des changements majeurs sur le continent. Mu myaka 50 ishize Afrika yaranzwe n'ibibazo za coup d'État, intambara, inzara. Au cours des 50 dernières années, l'Afrique a été caractérisée par des coups d'État, des guerres, de l'insécurité et la famine, mais c'était parce que d'autres personnes prenaient des décisions pour le continent. L'agenda 2063 a été adopté pour voir où l'Afrique sera dans 50 ans à venir, mais il a été constaté que rien ne pourra être réalisé sans autonomie budgétaire. L'Union africaine a jusqu'ici été dirigée par 16 présidents, avec au départ l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Le président de la République, Paul Kagame, assure actuellement la présidence de cette organisation continentale. Je pense que ça dresse un peu la situation actuelle de l'Union africaine et on va aller un peu plus en détail sur les réformes qui sont proposées pour cette année 2018 et qui devraient continuer normalement pour améliorer cet appareil continental. Alors nous sommes avec 4 experts avec moi ce soir. Nous avons Damien Mouzoun qui est le directeur général de Aina Think Tank. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Nous avons aussi Jean-Paul Kimonio qui est notre politologue et chercheur qui est devenu spécialiste des questions du Rwanda et de l'Afrique. Merci. Merci aussi. Yann Gouette qui est chroniqueur à Le Monde. Merci d'être avec nous. Merci. Et Teddy Kaberuka qui est un économiste. Merci. Alors nous avons un panel assez diversifié parce que la question dont on va parler aujourd'hui est assez diverse elle-même. Alors Jean-Paul, vous avez été à Addis et vous avez suivi avec engouement toutes les discussions qui ont eu lieu lors de ce 30e sommet. Quel est votre ressenti? Quelle est l'atmosphère qu'il y a eu? L'atmosphère était très enthousiaste.
D'abord, je pense à cause de l'accession à la présidence de l'Union africaine du président Kagame. Donc, de la part des participants, surtout des jeunes participants, les gens étaient très enthousiastes. Je l'ai vu directement en discutant avec eux. Mais ça a aussi transparu aussi dans un certain nombre d'articles. Donc, vraiment des nouveautés, c'est un des points forts quand même, c'est cet événement-là. Mais ensuite aussi, il y a eu un certain nombre d'avancées sur les réformes. Des réformes structurelles par rapport à l'Union africaine en tant que telle, mais aussi des réformes plus générales qui n'ont pas directement trait au projet, au rapport Kagame en tant que tel, mais des réformes par exemple qui ont trait à l'agenda 2103. Il y a avec un certain nombre de traités très importants, dont je pense certainement on va discuter, qui font que cette année, des projets très importants sur le marché commun africain, sur le marché aérien commun, sur la liberté de mouvement des biens et des personnes ont été décidés. Et voir que 3 importants traités comme ça sont décidés en une seule fois, bon, ça va se dérouler avec un peu plus de temps. Ça augure et ça permet d'être optimiste pour l'avenir. Donc il y a eu tout d'un coup un coup d'accélérateur par rapport au travail de l'Union africaine. Parlons de ce coup d'accélérateur d'ailleurs. Ce n'est pas la première fois que l'Union africaine est réformée. Qu'est-ce qui est particulier pour ce round de réforme, entre guillemets? Je pense que ce serait mauvais de faire un petit retour en arrière pour voir d'où on part. Je crois que dans le reportage, ça a été mentionné. L'OUA a été fondée en 1963. Avec déjà, quand on regarde le discours de Kwame Nkrumah à cette époque-là, déjà il dessine les contours d'une union, à la fois une union politique, économique, une union africaine intégrée. Et donc quand on regarde, ça fait 55 ans aujourd'hui, on a, il me semble-t-il, un peu pour la première fois quand même, le sentiment que réellement les choses sont en mouvement. Après plusieurs années, effectivement, où on a le sentiment que l'Union était assez éloignée des peuples, et qu'elle avait du mal à répondre aux défis finalement du continent. Là, effectivement, pour la première fois, et ça me semble assez important, on a clairement au niveau, et ça a été ressenti, je crois, même au niveau des populations, et je rejoins effectivement Jean-Paul sur l'engouement suscité par la prise de fonction du président Kagame. Effectivement, on sent qu'il y a une convergence des pays africains qui sont convaincus qu'il est temps de bouger. On reviendra peut-être sur Kwame Nkrumah et peut-être la différence entre l'union avec des pays qui sont souverains et la position qui était celle de Senghor peut-être. Mais vous parlez de l'engouement, de ce qui s'est passé au niveau à Addis. Et l'une des raisons peut-être de la réforme, c'est aussi de rendre l'Union africaine un peu plus proche de son peuple. Alors, est-ce que vous pensez, Damien, qu'à ce niveau-là, les réformes peuvent réellement atteindre cet objectif? Oui, d'abord, les réformes qui ont été entamées déjà, ça fait 2 ans de cela que l'Union africaine s'est réunie ici à Kigali et il a peut-être quand même suscité beaucoup d'espoir dans la tête des gens en Afrique, des peuples, surtout de la jeunesse. Je pense qu'1 an ne serait pas suffisant parce que la personne visée aujourd'hui, c'est le président Kagame et il n'a que 1 an. Et même dans son discours, il a dit qu'1 an ne pourra pas être suffisant pour faire réformer le continent, mais on ne pourra plus attendre des décennies encore pour faire mettre le continent sur les rails parce qu'aujourd'hui, le besoin est pressant. Vous allez voir dans tous les coins, les jeunes, les femmes, dans tout le continent, c'est comme si c'est devenu un impératif. Si l'Afrique ne s'unit pas, c'est comme si c'était un problème. Et les gens trouvent que c'est la façon maintenant qu'il faut aller. Donc je pense que peut-être que les choses iront plus vite qu'on l'aurait cru. Soyons patients et que chacun fait son travail, on verra ce que ça va donner. Et je pense que ça revient aussi sur cette question de, voilà, autant d'initiatives qui sont lancées d'un coup. C'est un peu ce coup d'accélérateur dont a besoin l'Union africaine? Oui, je pense tout à fait. Et je pense que l'Union africaine, en confiant le projet des réformes au président Kagame, cherchait justement cet effet-là. Et bon, on a la chance maintenant de voir la résultante de ce projet-là qui commence à apporter des fruits. Mais je voudrais peut-être revenir un peu sur ce que mon collègue vient de dire. Le président Kagame reste saisi de la question même après sa présidence. C'est-à-dire, il reste d'une part, d'autre part aussi, il y a l'Union africaine aussi. La question des réformes. La question des réformes en tant que telle. Mais maintenant, dans ce projet-là, il y a une autre personne aussi qui est très importante aussi, c'est Moussa Faki Mahamat, qui lui aussi est très engagé et qui lui travaille dans la machine elle-même. Donc c'est
c'est pas seulement la présidence du président Kagame qui s'occupera des réformes, il y a aussi d'autres instances. C'est toute une équipe, et puis l'équipe des réformes est bien connue, c'est une équipe assez diverse et assez... Qui a montré ses capacités dans diverses positions. Revenons à vous, Monsieur Teddy. On parle des réformes de l'Union africaine et c'est beaucoup lié à la question économique aussi, du développement, de la transformation structurelle. Est-ce que ces réformes-là arrivent à un moment où elles peuvent réellement permettre d'accélérer ce développement économique? Il faut dire que par rapport à l'histoire que ce soit l'Union africaine qui est aujourd'hui, par rapport à l'OUA, les questions économiques n'étaient pas vraiment traitées à leur juste valeur. C'était plus la politique, les coopérations entre pays, mais les questions économiques n'étaient pas discuter et trouver de solutions. Et là, on voit l'Union africaine qui saisit la question à main, parce que si tu vois par exemple tous les aspects économiques, que ce soit l'investissement en Afrique, le commerce interafricain, l'infrastructure et NEPAD qui est classé quelque part, comme s'il n'est plus en vogue. Pourtant, le NEPAD, c'était une initiative purement économique, mais aussi très importante pour le développement de l'Afrique. Donc, il y a toute une série des activités qu'il fallait faire en économie qui n'ont jamais été appréhendées, mais maintenant, j'ai l'impression, et je suis sûr que je partage le même avis qu'avec les autres, l'économie n'a jamais été saisie à sa valeur. Alors, vu déjà les trois sujets qui ont été débattus, qui touchent directement l'économie, et quand on parle de l'économie, on parle de la réduction de la pauvreté, on parle de l'Union africaine qui est utile à sa population maintenant, et je crois que c'est le moment qu'il fallait, qu'on peut même célébrer l'Union africaine, sinon c'était plus les discours des politiques. Et puis il faut dire aussi que l'équipe qui est en charge de la réforme, quand même, c'est en majorité des gens qui ont un background économique. On a Carlos Lopez, Vera Songwe qui ont été à la tête mais il faut dire de la CEA. Quand on parle de l'Afrique dans le concert des nations, on parle le continent le moins avec le PIB, on parle le continent avec la pauvreté extrême. Donc, qui ne commercent pas entre elles, etc. Donc c'est ça le problème. La description de l'Afrique sous le concert des nations, c'est sa pauvreté. Et pourtant, si tu vois l'inverse de l'équation, l'Afrique a des potentiels économiques énormes. Donc il fallait vraiment qu'on discute les problèmes liés à des faits économiques. Revenons un peu sur les initiatives qui ont été lancées. Ce sont des initiatives quand même assez ciblées. Quelle est peut-être la raison pour laquelle on a l'ouverture de l'espace aérien, la zone de libre-échange continentale? Est-ce qu'il y a une raison, est-ce qu'il y a un lien entre ces différentes initiatives pour accélérer justement, jouer cet effet accélérateur, Yann moi, je dirais pour effectivement embrayer et en répondant à votre question, sur ce qu'a dit mon collègue là, je crois qu'il faut avoir quelques chiffres en tête quand même pour prendre la mesure de l'urgence de la situation. Des chiffres qui sont connus, mais c'est bon de les rappeler. La population africaine est à 110% jeunes, moins de 30 ans. Ces jeunes de moins de 30 ans sont à 70% extrêmement pauvres, moins de $2 par jour. Et tout le monde a en tête effectivement la croissance démographique qui est très importante en Afrique. Donc je crois que ces questions-là se sont réellement imposées au sein des différents gouvernements. Et ce qui fait que finalement, les questions économiques dont parlait mon collègue se sont imposées à l'agenda de l'Union africaine. Et effectivement, les mesures qui ont été prises vont dans le sens effectivement d'une intégration économique plus poussée, mais avec clairement l'objectif d'un développement économique à la hauteur des enjeux qui se posent au continent. C'est-à-dire de tirer avantage un peu de cette jeunesse, avoir accès à cette dividende démographique. Peut-être pour rebondir un peu sur votre question, ces traités sont cruciaux pour l'activité économique. Que ce soit par exemple la formation d'un libre-échange sur le plan continental, que ce soit par exemple la liberté de circulation des biens et des personnes, c'est parmi les mesures économiques les plus fondamentales à ce niveau-là,
donc à un niveau continental, donc qui ne peut pas aller au niveau du terrain en tant que tel. Au niveau continental, c'est peut-être les premières décisions économiques les plus importantes. Bon, ensuite, maintenant, on pourrait aller vers une monnaie commune, choses comme ça, mais ça c'est plus complexe, et je vais revenir après. Mais pour l'instant, je pense que c'est des décisions tout à fait centrales. Permettez que je dise une chose. Au fait, les questions qui ont été débattues, elles sont fondamentales, mais sur le plan investissement, elles sont faciles à exécuter parce que ça ne demande pas trop de moyens. Là, je compare par rapport à NEPAD qui était infrastructure, investissement très ambitieux. lourd. Voilà, c'était ambitieux, mais mettre de loi sur la libre-échange, c'est question de volonté politique. Mettre en place les mécanismes pour laisser les gens, les commerces transfrontaliers, que ce soit même le décret sur le marché commun d'aviation en Afrique, c'est question de volonté politique. Donc je crois que sur le plan stratégique, c'était vraiment un bon choix de faire des initiatives qui nécessitent le moyen plus ou moins abordable dans le court terme et plus tard, on peut, les chefs d'État peuvent confronter des sujets qui demandent des investissements énormes pour le continent. Et justement, on a parlé, certains analystes ont dit que voilà, il n'y avait pas nécessairement une représentation à haut niveau, d'autres personnes qui ont dit qu'il y avait eu un accueil mitigé. Mais la réalité est qu'on a eu pas mal de retours positifs et un accueil positif. Quel est votre ressenti, vous qui avez participé aux échanges? Oui, quand même, il y a quelques résistances par rapport aux réformes. De façon précise, je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est sorti dans les journaux. Il y a deux pays en particulier qui semblent freiner un petit peu de réformes, c'est l'Afrique du Sud et l'Égypte. Mais il y a eu une discussion approfondie entre les différents chefs d'État et très fortement, la très grande majorité des chefs d'État qui étaient présents ont fait comprendre un petit peu à ces deux pays-là qu'il fallait suivre le mouvement. Et surtout qu'il n'y a pas eu de refus en tant que tel, mais une volonté de renégocier. De revoir un petit peu le processus qui a amené les réformes, parce que ce soit l'Afrique du Sud ou l'Égypte disent que le processus de prise de décision n'a pas été vraiment conforme par rapport aux prises de décision normalement, la forme dont ça se fait dans l'Union africaine. Mais en même temps, les chefs d'État, en décidant des réformes, voulaient vraiment donner une espèce de choc, de thérapie de choc à la machine, pour que la machine se mette un peu en branle. Or, ce que ces deux pays reprochent un petit peu au processus des réformes, c'est qu'il serait parti d'une retraite des chefs d'État et ensuite il aurait été adopté à l'Assemblée générale au lieu de passer par le conseil le travail de fond. Des ambassadeurs permanents à Addis et tout ça. Mais vous savez, les réformes qui sont présentées maintenant ne sont pas très nouvelles. La plupart de ces réformes-là, en fait, sont des réformes qui avaient déjà été tentées il y a une dizaine d'années. Qui n'ont jamais été exécutées. Et pourquoi? C'est ça la question, justement. Ce processus-là extrêmement lourd qui fait qu'au bout du compte, les réformes sont complètement noyées. Et alors, les chefs d'État ont décidé de prendre les choses en main en faisant un petit peu... de façon nouvelle, en injectant aussi leur volonté politique. Et ces deux pays-là, au contraire, voudraient qu'on revienne un petit peu à la façon ancienne, avec beaucoup de risques qu'au bout du compte, ces réformes-là sont complètement galvaudées. Moi, je dirais qu'il peut y avoir aussi une raison économique, intérêt économique pour ces pays. Parce que si je fais une analyse par rapport à leur niveau économique, par rapport au reste des pays africains... Et leur niveau d'export aussi. C'est ça. Donc l'Afrique du Sud, l'Égypte, c'est des grandes économies par rapport au reste des pays africains. Et quand on parle des chiffres, pour eux, ce sont des milliards, alors que pour les autres, les chiffres ne sont pas aussi exagérés. Il y a un point. Mais il y a un autre point qui est lié au système de gouvernance dans différents pays. Quand on parle, par exemple, de 0,2% des taxes des importations en dehors d'Afrique, mais on connaît pas mal des pays d'Afrique qui n'ont pas de système de gestion, qui n'ont pas de système de douane, où il y a la fraude, c'est colossal. Mais ce n'est pas le même scénario qu'en Égypte, qu'en Afrique du Sud. Donc, pour eux, non seulement ils peuvent dire que le processus n'était pas bon, mais ça peut être aussi une raison, que ce soit économique, intérêt financier, qui dit, mais écoutez,
allons doucement pour voir les choses et voir comment ils peuvent influencer à leur faveur. Revenons peut-être sur la mise en place. Je voudrais peut-être revenir un petit peu sur ce que tu viens de dire. Hein. Effectivement, si on prend par exemple les 5 principales économies africaines, donc il y a l'Afrique du Sud, il y a le Nigeria, il y a l'Égypte, il y aurait l'Algérie, il y aurait le 5e, peut-être le Kenya même. Ouais. Voilà. Ces 5 pays-là, avec la taxe de 0,2 sur certaines importations non africaines, leur contribution atteindrait 48% des contributions qui sont demandées pour l'Union africaine. Effectivement, c'est élevé. C'est élevé, mais c'est au prorata, ça veut dire que ce sera 0,2 pour tout le monde. Mais c'est vrai que ça fait une somme importante. Maintenant, par rapport à ça, mais un pays qui a une économie encore plus grande que celle de l'Afrique du Sud et celle de l'Égypte, c'est le Nigeria. Mais parce que le Nigeria est engagé, le Nigeria accepte le processus. Je pense que c'est vraiment une question de volonté aussi d'engagement qui sont aussi importantes aussi. Alors, revenons sur ces questions en fait. On a la théorie générale et on a la mise en pratique. Est-ce que, ou quels sont les défis peut-être auxquels se heurtera sûrement la mise en application de ces différentes mesures? Alors, on les a acceptées, d'accord. Au niveau de la mise en application, quels sont les principaux défis auxquels il faudrait s'attendre peut-être? Damien? Oui, d'abord quand vous voyez, les gens ont à un moment donné perdu confiance à l'Union africaine. Et il faut notifier que parfois les gens comparent même en disant que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest fonctionne encore mieux que cette histoire de l'Union africaine. Mais pour que l'Afrique décolle, il faudrait forcément que l'Union africaine fonctionne. Donc c'est pourquoi c'est à l'heure aujourd'hui, tout le monde est préoccupé par la question. Et c'est sûr que le fait déjà qu'il n'y a pas de principes de base sur lesquels les chefs d'État se retrouvent à Addis Ababa pour faire des réunions et pour décider de l'Afrique. Et puis chacun vient selon ses... Il vient avec tout... Il n'y a pas de principes qui définissent qui peut être membre, qui peut ne pas être membre. Et aussi, vous voyez les pays comme le Botswana qui pouvaient bien influencer la chose, souvent sont à l'écart parce qu'ils ne croient pas vraiment à cette histoire de l'Union africaine ou peut-être ils prennent leur décision de se dire on ne va pas se mêler avec des gens qui n'ont pas de vision ou qui parlent sans réagir. Et donc, ça fait que cette crédibilité, il faudrait aujourd'hui, avec le nouveau plan d'action et ces réformes, que ça prenne dans la tête de la population et aussi de ses gouvernants. Parce que quand ils se retrouvent juste pour parler des discours, de ce qui peut se faire, ce que nous voulons faire, c'est comme si l'Union africaine n'a que manifesté ses intentions depuis sa création. Et alors, la question de la crédibilité, j'aimerais que vous répondiez. À votre avis, est-ce qu'on a une plus grande crédibilité de l'Union africaine par rapport à l'OUA, bien sûr, mais est-ce que ça peut créer ce choc finalement pour que les États soient plus intéressés de faire partie de ce qui se passe au niveau de l'Union africaine, plus qu'au niveau de leur communauté économique régionale? Mais ce n'est pas l'un ou l'autre, hein, c'est l'un et l'autre, d'une part. D'autre part aussi, la question de la crédibilité est extrêmement importante. Il y a aussi une dimension symbolique par rapport au moment que vit aujourd'hui l'Union africaine et l'Afrique de façon générale. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de sommets de l'Union africaine qui ont été suivis aussi intensément que celui-ci. Donc il y a un peu une raison aussi. Et une des raisons, c'est que les gens sentent qu'il y a quelque chose d'un peu particulier qui est en train de se passer là. Et effectivement, il faudra bien sûr tenir la course et commencer à implémenter ces réformes-là. Mais la plupart des acteurs engagés, je vous ai dit par exemple qu'il y avait 2 pays qui avaient certaines réticences, mais les autres pays ont très fortement réagi. On dit non, on ne peut pas se permettre de s'arrêter ici ou alors de faire machine arrière. Donc il faut avancer. Et en fait, je voudrais aussi peut-être lier la question de la crédibilité avec un peu ce que Yann avait dit, hein, donc les pressions auxquelles sont soumis maintenant les pays africains de façon générale. Il y a une demande de redevabilité extrêmement importante. Il y a une jeunesse africaine, une grosse jeunesse africaine qui vient, enfin qui émerge, voilà, d'une part. Et c'est une grosse jeunesse africaine maintenant qui ne vit plus en zone rurale, qui ne vit plus dans des champs, qui sont plutôt dans les villes. Et une grosse partie de ces jeunesses-là sont aussi éduquées. Et donc il y a des demandes extrêmement importantes qui se font. Et je pense qu'on ne peut pas dissocier
ce nouvel élan que l'Union africaine veut se donner de ces pressions-là. Oui. Donc ce n'est pas seulement une crédibilité, mais je pense aussi c'est aussi un devoir aussi de la part d'un certain nombre de pays africains de commencer à faire avancer les choses. Yann, à votre avis, et j'aimerais qu'on me réponde sur cette question par rapport aux communautés économiques régionales, parce que c'est l'une des mesures de l'Union africaine d'éviter cette peut-être conflit. Voilà, le chevauchement, le conflit entre les différents mandats peut-être. À votre avis, cette question de crédibilité, est-ce que cette attente peut-être répondue par l'attente sur la crédibilité? Oui, l'attente au niveau de la population, mais aussi cette question de crédibilité. Et des relations avec entre les différentes institutions. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, l'un des enjeux de la réforme, c'est de rendre la machine de manière générale beaucoup plus efficace. Ce qui demande une meilleure coordination, effectivement, entre les 8 communautés régionales et puis l'Union africaine. Je crois que dans ce sens-là, pas mal d'idées sont sur la table au niveau effectivement de l'harmonisation entre les différents espaces locaux et puis régionaux. Je pense que ça va dans le bon sens au niveau de la coordination entre les communautés économiques régionales et même au niveau d'ailleurs au niveau africain, au niveau de l'optimisation des différentes équipes de l'Union. Leur fonctionnement, leur méthode de travail. Il y a pas mal d'idées qui sont sur la table à ce niveau-là et je pense qu'elles vont effectivement dans le bon sens. Maintenant, juste un point sur la crédibilité. Je pense qu'il faut avoir en tête, que les gens aient bien en tête que pour l'instant, encore aujourd'hui, 73% du budget de l'Union est financé par des bailleurs de fonds, comme on les appelle. Et je pense que c'est un point qu'on ne souligne pas assez, mais c'est un problème qui n'est pas qu'un problème économique, ou plutôt c'est un problème qui en fait a des conséquences politiques. Oui. Parce qu'une union qui est incapable de s'autofinancer est une union qui est incapable d'avoir une voix réellement au sens politique du terme. Donc pour moi, c'est ça l'enjeu réellement de cette réforme. Et effectivement, quand on la lie en effet à la question de la pauvreté, de la démographie et de l'accroissement des jeunes qui sont de plus en plus exigeants, en effet, on se rend compte qu'il y a une urgence à réformer, y compris, effectivement, à commencer d'ailleurs par effectivement le financement de l'Union. On va parler des questions économiques juste après une courte page de publicité, parce que c'est aussi un élément très important de cette discussion, et puis on aura l'occasion d'aller un peu plus en profondeur. Donc restez avec nous une seconde, et puis on revient. À toutes.
est de retour et vous êtes toujours sur l'image de l'Afrique. On parle des réformes de l'Union africaine et nous nous étions arrêtés sur cette question économique. Quel est l'impact économique de ces réformes et aussi quelles sont peut-être les raisons économiques qui vont pousser ou accélérer ou poser des défis à cette réforme. Alors parce que les grands discours ne vaudront jamais mieux que les images, un petit coup d'œil peut-être aux différents reportages qui ont été pris lors du sommet, puis on revient pour le commentaire. S'adressant aux participants de cette rencontre, le président de la République, Paul Kagame, a fait observer que la contribution du secteur privé est très importante pour le développement économique du continent et la transformation du bien-être de sa population, ajoutant que plus de collaboration entre le gouvernement et le secteur privé s'avère nécessaire et a exhorté la Commission économique de l'Union africaine de la suivre de près. We need active support from the private sector. In fact, and without your voice, something essential is missing. Nous voudrions une collaboration concrète avec le secteur privé, car sans votre contribution, l'essentiel ne serait pas là. Beaucoup de membres de l'Union africaine œuvrent avec ardeur pour des activités commerciales génératrices du bien-être parfait de notre population. Concernant la facilitation du commerce et des échanges pour la population africaine que nous envisageons atteindre cette année, tout comme le mouvement des personnes sur le continent ont été adoptés au cours de cette réunion et le marché commun du transport aérien qui a été lancé hier. Adopted during the summit and the single African air transport market, which we inaugurated yesterday. À propos de la santé, le président Paul Kagame a fait savoir que si les organes du secteur privé apportent une contribution tangible au partenariat avec le gouvernement, l'on trouverait ainsi une solution essentielle aux services de qualité pour la population. Inadequate medical care costs companies and the public sector a lot of money and a lot of productivity. Ce qui est évident, c'est que le secteur de la santé coûte cher aux sociétés et centres publics et le résultat diminue suite aux maladies et accidents. Toutefois, le secteur privé est l'un des détenteurs des solutions. Le récent rapport de International Finance Corporation a montré que beaucoup de services de santé délivrés en Afrique ont été laissés au secteur privé. Cela ne signifie pas que le domaine médical est seulement dans les mains du secteur privé, mais c'est plutôt une façon de trouver des solutions qui conviennent dans l'octroi des soins médicaux de qualité. Nous collaborons avec le centre américain Zipline dans l'usage des drones dans la distribution du sang et d'autres équipements médicaux en zone rurale. To deliver blood and other medical supplies to rural areas. La réunion sur le commerce et l'investissement en Afrique est consécutive à la 30e Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine qui s'est tenue à Addis Abeba en Éthiopie. Vous avez parlé il y a quelque temps avec M. Kaberuka qui a mis en avant l'importance de cette intégration économique. Alors, à votre avis, on a parlé du secteur public, secteur privé, des partenariats qui doivent être mis en place, mais est-ce que cette intégration économique est possible aujourd'hui ? Je dirais qu'elle est possible et même impérative pour le développement. Mais néanmoins, on ne peut pas négliger les défis auxquels le continent fait face. Ici, je dirais par exemple à la question de corruption qui a été qui a fait à la une des discussions parce que c'est un des fléaux du continent. Je dirais que malgré que l'Union africaine est une grande organisation, mais il y a des organisations régionales qui eux-mêmes ont des difficultés de s'autofinancer en termes de budget, que ce soit le budget de fonctionnement, que ce soit le budget d'investissement. Mais en partant plus loin aussi, même les pays, la plupart des pays africains ne sont pas à la hauteur de financer leur budget
Donc, ils dépendent de l'aide extérieure. Donc, à mon avis, il y a une corrélation entre les économies nationales, les économies régionales et l'économie continentale. Donc, on ne peut pas résoudre un problème et laisser l'autre. Si on veut vraiment développer l'Afrique, il faut que ça commence. Je suis tout à fait d'accord, ça commence au niveau continental parce qu'il y a des défis auxquels les pays peuvent résoudre ensemble, notamment le problème de commerce transfrontalier, le problème d'investissement en Afrique, le problème de mouvement migratoire des biens des personnes, mais aussi sur le plan national et régional. C'est aussi impératif pour le résoudre. Par rapport à la question de cette crédibilité, pourquoi les pays seraient intéressés à verser leur cotisation ou leur contribution à l'Union africaine? Parce que c'est aussi important de se dire, mais pourquoi un pays qui à peine finance 30% de ses dépenses va prendre une partie de ses revenus, une partie pour verser à l'Union africaine? Il faut qu'il y ait, je dirais, il faut que le pays trouve le gain à cette appartenance régionale. Donc, des décisions comme le marché commun de aviation civile, que ce soit effectif, les questions comme échange interafricain, que ce soit effectif comme ça, au lieu que le pays se lamente pour verser leur argent, ils voient le gain à cette appartenance continentale. Alors peut-être on revient avec vous au niveau justement de voir cet intérêt ou de voir un intérêt national. Comment est-ce qu'on passe du continental au national? Parce qu'après tout, ce sont des États souverains qui prennent ces décisions-là. Est-ce qu'il y a des mécanismes particuliers qui vont permettre peut-être d'encourager un peu plus cette volonté politique nationale? Oui, quand un pays signe un traité et qu'il le ratifie surtout, ça devient, il prend force de loi. Et donc quand même, on fonctionne dans des systèmes minimalement organisés, surtout entre États. Et une fois qu'il y a une loi, il y a des lois qui sont décidées, ça ne veut pas dire qu'elles vont être complètement appliquées, mais il y a quand même un début de possibilité d'application. D'une part, d'autre part aussi, il y a aussi le monde des affaires aussi. Ça veut dire que si politiquement les choses peuvent être difficiles, mais le monde des affaires, si par exemple il y a un libre-échange au plan continental, c'est le monde des affaires qui va faire des pressions aussi pour que ces traités-là soient mis en application. On a parlé de différents traités, mais il y en a un sur lequel je voudrais peut-être revenir, c'est celui du libre-échange interafricain. Aujourd'hui, l'Afrique commerce. Je pense que c'est 5% du commerce interafricain qui se fait, 5% du commerce africain qui se fait à l'intérieur de l'Afrique. 16%, si je ne m'abuse. 16%. C'est toujours, en tout cas, très peu. Insignifiant. Dans tous les cas. Mais beaucoup plus petit que, par exemple, l'Afrique et la Chine. Oui, l'Afrique et l'Asie, c'est à peu près 60%, et puis on a des 50%, ce genre de choses. Et la libération du marché commun au niveau continental devrait booster la croissance économique de façon extrêmement forte. Il semblerait qu'il s'agit même l'une des stratégies les plus probantes pour vraiment avoir des gains de productivité, mais aussi des gains de croissance les plus importants. Et ça, c'est une question de volonté. Et comme disait notre collègue ici, ça ne coûte pas grand-chose. Voilà. Donc ce n'est que du gagnant-gagnant. Donc il y a un certain nombre de ces décisions-là qui sont extrêmement porteuses. D'ailleurs, on se demande pourquoi est-ce qu'on ne l'avait pas pris avant, d'ailleurs. Oui, justement pour ça. Oui. Permettez. Il y a un défi auquel l'Afrique fait face, le marché mondial. On a vu il y a 2 ans, là où les prix sur le marché mondial ont diminué énormément sur tous les produits que l'Afrique exporte sur le marché mondial, que ce soit les produits agricoles, que ce soit les matières premières. Et voilà, ça c'est un exemple typique que si l'Afrique continue dans la même direction, à un moment à l'autre, il peut toujours souffrir de cet échange international. Pourquoi? Parce que c'est un échange qui a été établi par les grandes puissances, que l'Afrique n'a pas de contrôle. Mais s'il y a le commerce interafricain, on n'aura plus le problème de fluctuation de prix sur le marché mondial. Donc l'Afrique a un potentiel, mais qui doit exploiter au sein de l'Afrique aussi.
Oui, juste deux observations sur les questions économiques. Un des enjeux, me semble-t-il, central de l'existence d'une zone de libre-échange continentale et qui pourrait là pour le coup bénéficier à chacun des pays individuellement, c'est l'importance, une des conséquences d'être une zone commune de libre-échange, c'est de pouvoir négocier avec nos partenaires des autres zones. Parce qu'au niveau international, d'égal à égal. Et notamment sur des questions comme les barrières aux exportations. Et là, à ce niveau-là, les échanges se font évidemment de zone à zone. Et aujourd'hui, l'Afrique, étant fragmentée, est incapable de tirer le meilleur parti d'accords qui, du coup, très souvent lui sont défavorables. Donc c'est un des principaux avantages, selon moi, de cette mesure. Deuxième chose, toujours sur le plan économique, il faut avoir toujours en tête les grands enjeux, notamment démographiques, de pauvreté, de jeunesse. Il faut savoir que une des bonnes nouvelles quand même, quand on regarde la dynamique des échanges commerciaux interafricains, 50% de ces échanges commerciaux à peu près se font sur des produits manufacturés. Et je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et l'intérêt d'une zone de libre-échange, là pour le coup, serait qu'on pourra sûrement avoir un renforcement de nos secteurs industriels. Voilà. Et ça, ce serait extrêmement intéressant du point de vue de la création de richesses et donc d'emplois. Alors, ça a été rappelé notamment par les investisseurs. On sait que Mufuluki est revenu sur ce développement de la capacité industrielle au niveau du continent de manière extensive. Maintenant, la question et le problème qu'on a au niveau du commerce, notamment intra-africain, c'est que les pays africains ont tendance à produire et à commercer sur les mêmes, plus ou moins au même niveau des chaînes de valeur. C'est-à-dire qu'ils produisent plus ou moins les mêmes éléments. Alors, c'est la question un peu de la poule et l'œuf. Est-ce qu'il faut d'abord développer le commerce pour que les industries se développent ou faut-il d'abord développer les industries pour avoir quelque chose à commercer? Enfin, à mon avis, il faut un marché. Hein. Oui. Il faut un marché pour attirer l'investissement. C'est clair. Donc, si tu n'as pas un marché, tu ne peux pas investir. Parce que la première chose qu'on fait dans l'analyse d'investissement, c'est le marché. Quand le marché est garanti, l'investissement suit. Donc, là, il n'y a pas deux choix, deux mesures. Donc, il faut un marché sûr, il faut un marché stable aussi, et là, l'investissement va suivre. Mais par rapport à cette question de commercialisation de matières premières, en fait, si on produit le café et il est exporté à la valeur de la récolte agricole, donc la valeur ajoutée, elle est vraiment minime, presque inexistante d'ailleurs. Et comme je l'ai dit tantôt, la fluctuation du marché international a un impact non seulement sur les économies africaines, mais aussi sur le paysan africain, qui ne cesse de s'appauvrir davantage, parce que c'est lui le producteur, le peu qu'il pouvait gagner en vendant ce produit, et quand il y a fluctuation sur le marché international, ce n'est pas la marge de l'exportateur qui diminue, c'est la marge du producteur qui diminue. Donc, si on veut aborder la question de l'éradication de la pauvreté, il faut augmenter la valeur, il faut la création de la valeur ajoutée aux produits d'exportation. Et ça permet aussi aux économies d'être un peu plus résilientes à ce genre de choc. Enfin, les fluctuations ne vont pas partir. Revenons, on approche de la conclusion, mais j'aimerais qu'on revienne peut-être sur un élément dont on n'a pas parlé. On a parlé d'Afrique dans le concert des nations. Le continent africain est bien sûr à une certaine position, on en a parlé en large. Alors, ces réformes de l'Union africaine, qui ont pour objectif, bien sûr, d'ouvrir les frontières sur le continent, mais en quelque sorte aussi de les fermer, d'une certaine manière, à l'extérieur. Est-ce que ça va être... Non, pas nécessairement. Maintenant, le problème, c'est que les frontières, en tout cas la globalisation et les échanges entre continents, entre pays, sont en train de se fermer au contraire. Oui. Donc, pour l'Afrique, ce serait une bonne réponse, justement, à ce processus-là de fermeture des frontières qu'on voit un peu dans le reste du monde. Maintenant, juste pour revenir très rapidement à ce qu'on disait tout à l'heure,
une des raisons pour lesquelles la plupart des pays africains ont leur activité économique se situe au même niveau de chaîne des valeurs, ou alors même les mêmes biens. Les mêmes types de produits. De produits, tout cela. C'est aussi parce qu'il n'y a pas de marché. S'il y a un marché plus large, bien sûr et un marché avec une demande beaucoup plus large, les choses vont se diversifier certainement. Certains qui ne pourront pas continuer à survivre en produisant ce qu'ils produisaient, produisons autre chose. D'autres vont se renforcer à cause des économies d'échelle. Donc, mais c'est extrêmement important parce qu'on est dans une période où effectivement les frontières se ferment, où le protectionnisme est en train de prendre de plus en plus le dessus. Et une des réponses pour l'Afrique les plus importantes, justement, c'est de s'ouvrir à l'intérieur. Exactement. Et surtout que les produits qu'on veut transformer sur place serviront d'une certaine manière à aussi remplacer, dans une certaine mesure, aux produits qui coûtent très cher à importer d'autres continents. On a aussi parlé des commentaires, de certains commentaires de part et d'autre. Est-ce que, disons, quel est l'accueil, entre guillemets, de ces questions de la réforme à l'extérieur, de la part des autres continents à peu près? D'abord, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a l'information qui circule déjà que la Chine est en train d'espionner l'Union africaine à travers sa direction. Et moi, je disais que les gens sont venus construire le bâtiment pour vous. Maintenant, s'ils installent des choses, c'est le prix à payer aussi. Et donc, quelque part, je pense que les grands pays qui ont toujours eu cette influence, et parfois c'est juste une question d'approche, parce que à l'intérieur déjà de l'Afrique, quand vous voyez comment nous les Africains, nos États, nos législations traitent les Africains qui veillent peut-être investir ou créer des entreprises dans les pays, cette question n'est pas souvent abordée. Mais quand vous voyez comment des gens qui viennent peut-être du Kenya, qui voudraient installer une société au Ghana ou même en Tanzanie tout près, la façon on se traite entre nous, c'est déjà ça, déjà la barrière. Mais quand un Américain vient, qu'on veille ou pas, on a ce complexe de c'est le blanc quand même, donc et ça joue. J'espère que ça va changer, ça, Yann. Ça change, ça, quand même. Oui, ça change, ça va changer, j'espère. Pas très convaincant, pas très convaincu. Non, il n'y a pas de raison que ça ne change pas, mais donc... Alors, ça va être le mot de la fin. Mais je pense dans un certain nombre de pays, cette façon de penser n'est vraiment pas aussi forte que cela. Mais maintenant, juste peut-être pour terminer, le continent africain est convoité par les autres continents ou par d'autres puissances. Ces autres puissances maintenant s'installent même militairement sur le continent africain. Bases françaises qui se multiplient, bases américaines qui se multiplient, chinoises qui commencent à s'installer et tout cela. Bien sûr, derrière la présence militaire, il y a aussi des visées économiques qui sont derrière. Si l'Afrique prend les devants et s'occupe de ses affaires et essaie de le faire pour ses propres intérêts, je pense que c'est la meilleure réponse qui pourrait se donner par rapport aux nouvelles tendances. Un meilleur positionnement donc du continent africain et à travers justement prendre en main, disons, notre avenir sans répondre au choc extérieur. Merci à vous, on va devoir s'arrêter là. Merci à vous tous et surtout à Damien Mouzoun. Merci à Jean-Paul Kimonio, Yann Gouet, à très bientôt, et Teddy Kaberuka, et merci à vous tous qui nous avez suivis. Donc on l'a vu, ces questions des réformes de l'Union africaine sont peut-être pas nouvelles, mais il y a des éléments particuliers et surtout l'intégration économique qui est la seule à même finalement de répondre, qui pourrait permettre de répondre aux différents défis auxquels fait face les pays africains et le continent en général. Merci à vous tous et la semaine prochaine on parle un peu plus de cette zone de libre-échange continentale et quels sont les tenants et les aboutissants des différentes discussions. Merci à vous tous et continuez la conversation sur les médias sociaux avec le hashtag Images de l'Afrique. À très bientôt.